Je sais pas qui tu me proposes. Il a l'habitude, Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Je m'appelle Thierry Gontier, je suis le président du CIL de Mazogues, une association locale à but non lucratif dont l'objet, défini dans l'article 2 de ses statuts, est la préservation et l'amélioration du cadre de vie des habitants de la ville de Mazogues. Elle est classée association environnementale par la préfecture du Var. Entre autres actions, nous participons avec nos moyens à l'amélioration des connaissances de notre environnement. Nous recueillons des données naturalistes avec l'aide d'experts indépendants. Nous ne sommes pas les seuls, cela se fait un petit peu partout dans le pays, car c'est un droit constitutionnel. Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, c'est l'article 1 de la Charte de l'environnement. Ce droit s'accompagne de devoirs, dont celui défini dans l'article 2. Chacun doit participer à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Et pour protéger efficacement, il faut connaître cet environnement et donc l'étudier très sérieusement. Sous nos pieds s'étendent des kilomètres de galeries et les salles des anciennes mines de bauxite, un petit paradis pour les chauves-souris dont toutes les espèces sont protégées, soit par des conventions, soit par des lois internationales, européennes ou nationales. L'ancienne mine de Laquaire est inscrite au plan régional d'action chiroptère. Elle communique avec d'autres mines, les Trois Pins et les Fouilles. C'est donc naturellement que le CIL a décidé de lancer une étude dans l'ancienne mine des Trois Pins. Nous avons alors sollicité le bureau d'études indépendant Azelia Écologie, qui est spécialisé dans l'étude des chiroptères et qui est déjà intervenu en 2017 à la demande du parc naturel régional de la Sainte-Baume pour un inventaire Natura 2000 dans l'ancienne mine des Fouilles. Donc en mars 2021, j'ai accompagné le directeur du bureau d'études, M. Colombo, dans les galeries et les salles parfaitement accessibles depuis un sentier de randonnée de cette ancienne mine. Nous avons pu constater en quelques heures la présence de plusieurs dizaines d'individus et de plusieurs espèces différentes, certaines à enjeu très fort de conservation. Conséquence ou coïncidence, le 6 décembre 2021, un huissier s'est présenté à mon domicile, étant absent au travail. Mon épouse a réceptionné un épais dossier de 46 pages. Sur la première était écrite assignation devant le tribunal judiciaire de Draguignan par la société, la SAS Provence Granulat, et un peu plus loin d'avoir à comparaître le 25 janvier 2022, un mois et demi plus tard. Je n'ai jamais eu affaire à la justice, je ne sais pas de quoi je suis accusé, je n'ai jamais été convoqué devant un tribunal, je n'ai jamais eu besoin des services d'un avocat et je ne pense pas avoir les moyens de me défendre contre cet industriel. Donc le soir venu, je lis plusieurs fois le dossier et même si je suis complètement étranger au vocabulaire des avocats, il me paraît évident que je n'ai pas vraiment de raison d'être inquiet. La SAS Provence Granulat réclame que je sois condamné à réparer les multiples préjudices du fait de mes agissements illégaux. Et surtout, je ne suis pas le seul incriminé. M. Colombo est lui aussi assigné. Provence Granulat se présente en victime, mettant en avant la décision du Conseil d'État qui valide l'autorisation d'exploiter la carrière du 26 septembre 2018, en mélangeant les démarches de la précédente municipalité, les articles de presse et les publications sur les réseaux sociaux des opposants à la carrière, pas uniquement du CACM, et la soi-disant ZAD qui n'a jamais existé. Le CIL s'est toujours prononcé sur le fait qu'il n'utiliserait que des moyens légaux. Nous sommes présentés comme de vulgaires opposants à la carrière dont l'unique objectif serait de leur nuire. Les termes utilisés sont très peu respectueux. C'est bien évidemment totalement faux. L'objectif du CIL était de contribuer à un inventaire de la biodiversité du site. M. Colombo n'intervenant que sur la demande de l'association, comme il le fait pour le parc naturel régional ou bien des industriels. Il est de plus membre du SRPN, un groupe de scientifiques nommé par arrêté préfectoral, chargé de conseiller le préfet sur le patrimoine naturel de la région PACA, reconnu pour ses compétences en mammalogie, l'étude des mammifères, en herpétologie, l'étude des amphibiens et des reptiles, et en entomologie, l'étude des insectes, et ça, Provence Granulat le sait pertinemment. Le mémoire rappelle de plus que Provence Granulat a déjà été assigné une première fois. Il a assigné une association, VIE, qui porte les affaires en justice pour le collectif anti-carrière, et 2 de ses membres. Une première tentative grotesque, qui n'a pas trompé les juges et qui a condamné Provence Granulat une première fois. Provence Granulat nous accuse donc d'avoir pénétré sur une propriété privée sans leur autorisation et d'avoir produit un document dans l'unique but de leur nuire, en empêchant l'exploitation. L'industriel réclame beaucoup d'argent, d'une part pour un préjudice moral, nous aurions nui à leur réputation, pour un total de 100 000 euros, et d'autre part pour un préjudice économique. Nous serions responsables du retard de l'exploitation pour 150 000 euros,
Somme à parfaire, au final, on nous demandera 275 000 euros. Il demande aussi que la justice nous empêche de pénétrer sur le site sous astreinte de 50 000 euros par intrusion. Cette seconde tentative d'intimidation est encore plus grotesque que la première. Heureusement, le collectif CACM réagit et décide de nous défendre. Maître Héloïse Aubray, avocate, et Pierrot Pantel, conseiller juridique, nous apportent leur aide. Ils me confirment que cette procédure est appelée procédure Bayon et que c'est une façon abusive utilisée par les industriels pour combattre les lanceurs d'alerte. La générosité des soutiens du collectif et le dévouement de Maître Aubray permettent à la procédure de suivre son cours avec son lot de mémoires en réponse et en réplique. Ça va durer 3 ans. Et donc à l'audience, le 1er février de cette année, j'ai beaucoup de mal à ne pas réagir lorsque l'avocat de Provence Granula énumère la longue liste des faits qui nous sont reprochés à tort. Je dois même faire un effort surhumain, je me suis mordu la langue, pour ne pas réagir lorsqu'il ose nous qualifier d'éco-fanatiques. Mais j'ai parfaitement confiance en la justice et surtout dans le pouvoir de discernement des juges. Il déboute Provence Granula. La semaine dernière, le jugement nous a été transmis. Il déboute Provence Granula de toutes ses demandes, considère qu'aucune faute n'a été commise et que la demande de réparation du préjudice n'est pas justifiée. De plus, il considère que M. Colombo et moi-même avons été victimes d'un préjudice moral consécutif à l'action abusivement entreprise à notre encontre. Condamne donc Provence Granula en réparation. Condamne aussi Provence Granula sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Donc ils ont perdu le procès et les condamnent aussi au départ. L'industriel peut malheureusement encore faire appel, mais quoi qu'il en soit, les juges ont bien reconnu que notre démarche n'était pas délictueuse. Merci à Maître Aubray, à Pierrot, à tous les membres du collectif, un véritable collectif de citoyens désintéressés pour qui la connaissance et la préservation de l'environnement passent avant le profit. Je laisse la parole à Jeanne qui vous parlera plus longuement d'eux. Merci. Moi, je suis Jeanne Valabrec, donc membre du collectif Anticarrière de Mazogues. Et effectivement, je vais prendre un instant pour rendre hommage à l'engagement citoyen. S'il n'y avait pas eu de mobilisation ici, si notamment Martine, Thierry, Sylvie, Alain, présents depuis le tout début, 2009 quand même, si ces messieurs et madame tout le monde extraordinaire ne s'étaient pas révoltés, puis engagés, l'espace qui est derrière nous, espace de vie et de biodiversité, qui abrite une gigantesque masse d'eau, cet espace serait détruit, mort, désertifié depuis bien longtemps. Au lieu de cela, on y compte plus de 87 espèces protégées. Et la masse d'eau a été préservée. Nous, les citoyens, on a un super pouvoir, celui de se regrouper pour défendre les causes qui nous importent. Et dans un groupe, il y a toujours des super compétences préexistantes ou acquises pendant la lutte. Dans le collectif Anticarrière de Mazogues, on a tous développé des compétences naturalistes, juridiques, organisationnelles. C'est une expérience de vie formidable qui nous voit rester soudés parce que nous nous battons pour quelque chose qui dépasse nos individualités. La préservation de l'eau, d'un écosystème rare et d'un principe aussi. Il est inacceptable que des intérêts financiers privés mettent en péril l'avenir de nos enfants et de tout ce qui vit. Bon, moi je vais faire des remerciements. Donc bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui. Je tenais à remercier particulièrement les associations, membres du collectif Anticarrière de Mazogues, tels que Val d'Isole Environnement, la Confédération Environnement Méditerranée, le Comité d'intérêt local de Mazogues, les Trésors de Tourves, l'Association nationale pour la biodiversité, le Groupe national de surveillance des arbres Sainte-Baume, la MAP, les paniers de l'Issol, les Jardins de Reliance, le collectif au secours, sans oublier les Gilets jaunes. Je tenais aussi à remercier également les soutiens effectifs qui sont France Nature Environnement 83, la Ligue contre la protection des oiseaux, le groupe des chiroptères de Provence, la Fédération de chasse et les scientifiques indépendants et courageux qui osent prendre la parole malgré le contexte anxiogène que nous fait vivre l'entreprise Provence Granula. Merci encore à tous pour votre présence et votre soutien. À présent, je vais laisser la parole à Jonathan. Merci. Le combat contre la carrière continue. Fin 2022, le collectif décide de lancer un recours contre le refus du préfet d'imposer à Provence Granula de demander des dérogations pour pouvoir détruire des espèces protégées.
Nous recevons quelque temps plus tard, logiquement, un premier mémoire venant du préfet, contre-argumentant notre demande. Puis, quelques jours plus tard, c'est un second mémoire que nous recevons, celui des avocats du Carrier cette fois-ci. Et dans ce mémoire, petit miracle, le Carrier reconnaît enfin, bon, à demi-mot, n'exagérons rien, la présence d'espèces protégées. Mais il a trouvé une nouvelle parade. Nous, le collectif, ne prouvons pas que les explosifs, les tirs de mine, les bulldozers, les camions de plusieurs tonnes impacteront ces fameuses espèces protégées qui, elles, ne pèsent que quelques grammes. Je laisse maintenant poursuivre Marie Véroda, correspondante du réseau Loup Lynx. Bonjour. Donc moi je vais vous parler de deux espèces protégées qui ont fait l'objet d'un suivi sur le site à Mazog. Et donc la première c'est donc l'espèce loup. Il faut savoir que l'espèce loup fait partie d'un plan national d'action. Ce plan est actionné en fait est mis en œuvre par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, donc la police de l'environnement, sous l'égide directe du ministère et maintenant sous l'égide du préfet puisqu'il y a eu une modification. Alors, il faut savoir que pour Mazog, à partir de 2019, l'OFB et la Fédération de chasse ont commencé à s'interroger sur la présence d'un loup ici à la Caire de Sarrazin. Et en fait, c'est à l'été 2021 que les premières photos d'un couple sont sorties. Il s'agissait donc d'un individu mâle et surtout d'une louve qui avait un pelage atypique puisqu'il s'agissait d'une louve noire. Donc dès lors, le suivi a été plus attentif pour voir s'il y avait reproduction, parce que s'il y avait reproduction, ça voulait dire qu'il y avait meute, une nouvelle meute. Et donc, dans cet été 2021, a été découvert effectivement et attesté une reproduction, puisqu'il y a eu la découverte de la louve alpha en compagnie de 6 louveteaux, dont 4 avaient le même pelage atypique que la mère. Donc il y a eu toute une étude scientifique qui a été faite, parce que tout le monde s'interrogeait sur ce pelage. Et puis, cette étude scientifique a pu attester notamment que la carrière se situait dans la zone cœur de meute, c'est-à-dire la zone proche de la carrière, la zone vraiment où cette meute de loups, qui est une espèce donc protégée, évolue, élève ses petits, se reproduit, etc. Donc une zone particulièrement qu'il était particulièrement intéressant d'identifier. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc la dernière photo de cette louve noire a été faite en août 2021. En septembre 2021, le Carrier pose sa clôture, commence ses travaux de clôture. Et en fait, depuis lors, on n'a plus de nouvelles. On perd la trace de cette louve noire et de 2 de ces louveteaux. Sans certitude qu'il y a un lien, mais bon, les faits sont là. Ensuite, le suivi qui a été effectué par les correspondants du réseau Loup Lynx dont je suis. Et c'est un suivi qui a été fait sous le pilotage toujours de l'OFB, toujours chapeauté par le ministère. Et ce suivi a été un suivi non intrusif et il a permis de constater que, avec la pose de la clôture, les loups avaient modifié leur itinéraire. Donc il s'agissait, nous avons constaté, une perturbation intentionnelle d'une espèce protégée, ce qui est interdit par la loi. Ensuite, alors il y a eu aussi des publications scientifiques par des membres de l'OFB et de la Fédération de chasse sur cette meute spécifique de Mazog. Et donc voilà, à ce jour le suivi il se poursuit à Mazog, et donc la meute est toujours existante et toujours reconnue et attestée.
La deuxième espèce dont je veux vous parler, il s'agit de la genette, qui est la genette, on l'appelle commune, mais c'est une espèce protégée aussi et dont l'habitat aussi est protégé, qu'il est interdit de perturber de façon intentionnelle. Alors pour la recherche de la genette, cette recherche a eu lieu aussi sur 3 ans. Et notamment, nous avons accentué la recherche au mois de janvier 2023, mars 2023, avril 2023, avec des prospections participatives, c'est-à-dire que nous avons invité le public à participer à ces prospections qui étaient organisées par une association, le GNSA Sainte-Baume, le groupe national de surveillance des arbres de la Sainte-Baume, et guidée par l'expert genette national. Et ces 3 sorties ont permis d'attester la présence de la genette sur donc la zone, aux abords de la zone de la carrière. Il faut savoir que la genette, c'est un animal qui est nocturne, donc qui se repose en journée. Et donc, bien évidemment, si elle vit dans les bois, et s'il y a des travaux, bien évidemment, la genette sera perturbée aussi par ces travaux. Voilà. Et amenée à fuir, amenée à... Voilà. Oui, bonjour, Yves Margaria, donc je parle ici un petit peu au nom des spéléologues, des scientifiques qui connaissent particulièrement bien le milieu souterrain. Alors ce que l'on voit derrière nous, donc il y a une zone défrichée qui est l'emprise de la carrière. Ce sont des pavements calcaires qui par eux-mêmes présentent un intérêt géologique et qui n'ont pas été dégradés par les travaux miniers de la bauxite. C'est à peu près le seul endroit qui n'avait pas encore été dégradé. On aura peut-être, hélas, le plaisir d'y voir une carrière. Donc ce sont, comme ça a été dit, surtout une zone qui abrite de multiples espèces de faune et de flore. Alors, dessous, il y a évidemment des couches de calcaire, mais il y a aussi une couche de bauxite. Cette couche de bauxite a fait l'objet de travaux d'exploitation, d'extraction, et a donc laissé des vides. Alors que sont-ils devenus? Ils n'ont pas disparu, les vides, ils sont toujours là, et ils ont été colonisés par des chiroptères, des chauves-souris. Ce sont donc maintenant des habitats, c'est-à-dire les lieux où gîtent les chiroptères, mais pas seulement. Dans les couches les plus profondes, ici, là-dessous, à 60-70 mètres, il y a de l'eau. C'est une couche, une nappe phréatique naturelle, mais on est ici en présence d'un cas très particulier. Les vides des mines les plus profonds ont été remplis par l'eau, et c'est devenu une réserve qui présente un volume de 6 millions de mètres cubes, qui a été classé, c'est pas nous qui l'avons fait, ça a été classé réserve stratégique, les mots ont une importance, patrimoniale d'intérêt majeur. Donc si vous cumulez tout ça, ça veut dire l'importance de cette masse et qui est à protéger. Donc en effet, en période de sécheresse, l'été, avec les périodes qu'on subit, elle pourrait être une réserve pouvant secourir l'alimentation en eau potable du bassin toulonnais, pas plus. Alors cette réserve est maintenant, à cause des travaux miniers de la bauxite, maintenant en liaison directe d'une part avec la nappe phréatique qui court jusqu'à Tourves, qui vient depuis Lagny, qui va jusqu'à Tourves, mais également avec les vides miniers, en particulier ceux sous l'emprise de la carrière, qui ne sont pas sous l'eau, mais qui sont en liaison directe avec la nappe. Ce qui fait que cette réserve est vraiment fragile vis-à-vis de tout risque de pollution pouvant être issu de la carrière. Donc, si on résume, en surface, c'est un milieu naturel pas encore dégradé, mais riche en espaces de surface. Dessous, on a des habitats de chiroptères qui sont une espèce protégée et dont l'habitat lui-même est protégé. C'est-à-dire que les vides miniers, en tant qu'habitat de chiroptères, est protégé. Et encore en dessous, on a une réserve d'eau qui est vraiment précieuse dans l'état actuel et futur de pénurie d'eau. Alors en ce qui concerne le milieu souterrain, on le connaît parfaitement pour l'avoir parcouru en ce qui me concerne depuis près de 60 ans. C'est-à-dire je traînais mes guêtres déjà dans les travaux d'exploitation de la bauxite quand j'étais adolescent. Pour avoir observé son évolution, donc c'est parfaitement ce qui s'est passé pour parfaitement définir
l'état des lieux actuel. Et on connaît donc très bien les raisons qui font que s'il y avait bien un endroit où il ne fallait pas faire de carrière, c'est ce site-là. Donc en tant que scientifique, nous cherchons à faire comprendre, depuis le début du projet de carrière, c'est-à-dire en 2008, nous cherchons à faire comprendre cette réalité en explicitant ses connaissances scientifiques auprès du carrière et de l'administration, qui bien évidemment n'en a tenu aucun compte. Donc il serait donc temps pour nous que ces gens-là reviennent un petit peu à la raison et de cesser de faire comme tout cela, toute cette réalité n'existait pas et que les crises, par exemple, aiguës de sécheresse étaient toutes derrière nous et qu'on n'aurait plus jamais de problème de ce côté-là. Voilà, je vous remercie. Il marche le bouton? Oui. Oui, Denis Méhoun. J'allais dire, les richesses en biodiversité et en eau qui viennent d'être évoquées, de la Sainte-Baume et particulièrement du site, ont quand même été reconnues en 2017 par la création du parc naturel régional de la Sainte-Baume, puis par l'intégration des allées miniers, c'est un exemple tout à fait local, dans le PLU de Mazogues, ce qui interdirait aujourd'hui tout projet spécifiquement sur l'endroit précis de la carrière. Il y a eu une très vaste extension du site Natura 2000 qui a été entérinée, je crois, en 2021 et qui vient précisément là où il y a le projet de la carrière, hein, au-delà du vallon de l'Épine, c'est-à-dire tout ce que vous voyez, c'est en Natura 2000. Et enfin, l'intégration au SDAGE, c'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin-Rhône, d'une zone de sauvegarde des masses d'eau souterraines en particulier Mazogues. Donc il y a une reconnaissance quand même. Mais pour le carrier, les pépites, c'est les cailloux. Alors je m'appelle Pierrot Pantel, je représente l'Association nationale pour la biodiversité, qui est une des associations du collectif. J'ai eu un regard aussi juridique et en ce sens, je vais vous évoquer une petite chose importante quand même, c'est qu'on peut se dire, derrière nous, il y a déjà eu des travaux. Pourquoi est-ce que la police de l'environnement n'a pas relevé par procès verbal les travaux réalisés manifestement sans autorisation? C'est une question que nous nous posons, c'est une question que nous posons aujourd'hui à un juge d'instruction, à une juge d'instruction pour être plus précis. Nous finirons par avoir une réponse. Voilà, ça arrivera. Comme disait Jules Renard, les mensonges prennent l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Donc tôt ou tard, ça arrivera. L'OFB, malgré tout, on peut se poser quelques questions sur pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là plus souvent. Je parle aujourd'hui, en 2024. Les travaux ont commencé en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Dès 2021, l'OFB aurait dû venir et constater qu'il y avait de la destruction d'habitats d'espèces protégées, à minima. Donc nous, on travaille là-dessus. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous ne trouverez aucun scientifique, je dis aucun, citez-moi-en un seul, qui se dise c'est une brillante idée que de faire une carrière derrière nous. Aucun. Si vous en avez un, présentez-nous-le. Il n'y en a pas. Parce qu'ici, derrière nous, on a un milieu qui est riche, un milieu qui est fragile, et qui est reconnu pour ces qualités-là, d'être porteur de multiples espèces protégées et de multiples habitats, tout aussi rares les uns que les autres. D'ailleurs, je crois que vous avez eu un panel un peu là de tout ce qui faisait la richesse de ce milieu derrière moi. La carrière, si un jour elle devait rentrer en exploitation, ça serait un camion toutes les 2 minutes. Derrière là. Un camion toutes les 2 minutes. Donc je vous laisse imaginer ce que ça donnerait en termes d'impact et de risque pour toutes les espèces protégées, les dizaines et dizaines d'espèces protégées qui sont présentes encore aujourd'hui sur ce site-là. En 2008, Provence Granula fait une étude d'impact, sauf que depuis 2008, ça fait quand même maintenant une paye, hein, on a de la nouvelle donnée naturaliste
qui est sorti pas que par nous, c'est le parc, c'est Natura 2000, c'est différents écologues indépendants qui sont venus. Donc les données naturalistes se sont accumulées. Et aujourd'hui, Provence Granula ne détient pas d'autorisation pour détruire l'habitat de ces espèces protégées, ni de détruire les individus de ces espèces protégées. Et je vais prendre un exemple très concret. Parce que Provence Granula dit évidemment l'inverse de ça. Disant, si, on a toutes nos autorisations. Si demain matin, une tortue d'Hermann était trouvée derrière moi, est-ce que vous pensez que Provence Granula n'aurait pas besoin d'une autorisation pour détruire l'habitat de la tortue d'Hermann? Ou est-ce que, encore une fois, Provence Granula pourrait dire, si, c'est bon, j'ai tout? Croyez bien que non. Et donc, cette tortue d'Hermann, c'est la même chose que le lézard ocellé, c'est la même chose que le grand-duc d'Europe, c'est la même chose que la genette dont parlait tout à l'heure Marie. Donc, il est très clair que Provence Granula ne détient pas ces autorisations pour détruire les habitats d'espèces protégées et les espèces protégées. Ils ne les détiennent pas. Je le répète, puisque le préfet et Provence Granula s'entêtent à raconter des sornettes. Donc à un moment donné, il faut remettre un petit peu les choses et redire la vérité. C'est du bon sens en réalité. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de vous laisser la parole si jamais les journalistes ont des questions. Ça peut être l'occasion, vous avez tout le panel devant vous, d'avoir les réponses adéquates. Au niveau des procédures, est-ce qu'on peut s'attendre à... Alors je garde 2 secondes, je garde le... Ouais, vous avez entendu au niveau des procédures. Je fais le truc sur les procédures. Sur les procédures, il y a 2 volets. Il y a le volet administratif et il y a le volet judiciaire. Le volet administratif, c'est le permis de construire. Alors, le permis de construire, il y a une potentialité d'appel, mais c'est pas encore décidé. Ça a été perdu en première instance, à voir si l'appel est fait ou pas. Ça, c'est pas encore tranché par le collectif. Ensuite, il y a tout ce qui est espèces protégées. Là, c'est plus ma partie. Comme le disait tout à l'heure Jonathan, on a demandé au préfet d'imposer une demande de dérogation, donc l'autorisation de détruire. Le préfet ne nous a pas répondu. Ça vaut une réponse tacite de refus. On a attaqué cette décision-là. Et c'est ça qui est pendant devant le tribunal administratif. Donc ça, dans les prochains mois, il y aura une audience à ce sujet-là. Et le tribunal devra se prononcer sur la question, est-ce que oui ou non, le préfet est tenu d'imposer une demande d'autorisation à Provence Granula. Ça, c'est concernant les espèces protégées au niveau administratif. Après, il y a un volet judiciaire qui est la destruction en 2021 des espèces protégées, puisqu'on savait qu'on avait des espèces protégées. Le porteur du projet, donc Provence Granula, était aussi au courant, on l'a mis au courant par des courriers avec accusé de réception. Il était donc au courant que les espèces protégées étaient présentes et qu'il ne pouvait pas les détruire. Il était d'autant plus au courant qu'il a attaqué Denis et l'association pour avoir envoyé ces courriers. Donc il était encore plus au courant. Hein. Bon. Si demain, il y a un coup de godet derrière nous, avec toutes les espèces nouvelles dont je vous ai parlé, les arosselés, genettes, loups, etc., pour lesquels, très clairement, Provence Granula ne peut pas nous présenter la moindre autorisation de destruction, ça sera une nouvelle plainte qui sera déposée. Et là, croyez-nous, l'OFB, on les poussera au cul pour qu'ils fassent leur travail. Hein. Parce que là, ils ne pourront pas se cacher derrière « Oh non, mais ils ont toutes leurs autorisations ». C'est très clair. Il n'y a pas d'autorisation pour détruire le lézard ocellé. Et je ne vais pas faire la liste, il y en a des dizaines. Hein. Voilà. D'autres questions ? Pardon. Juste un petit complément. Il serait bon d'ajouter l'atlas de biodiversité communale à l'ensemble des éléments que vous présentez. Parce que l'atlas de biodiversité communale, votre avocat lui-même, ou je ne sais plus, à la conférence de Tours, avait bien signalé que c'est pas un fantasme. C'est un document administratif, totalement légal, déposé au niveau de l'Adréal, accessible au public en ligne si vous voulez y aller, et qui montre bien que toutes les espèces-là, elles ne sont pas nouvelles, elles sont déjà recensées. Voilà. Donc c'est quand même intéressant de le savoir et de le faire savoir. Merci. Tout
Tout à fait. D'ailleurs, la première plainte auprès de l'OFB, enfin auprès du procureur, et que l'OFB a soi-disant enquêté dessus, je pourrais en parler si vous le souhaitez, mais se basait là-dessus, effectivement, sur cet atlas de biodiversité réalisé en 2019 par un bureau d'études Ecomed qui était venu. L'atlas de biodiversité date de 2014. Il a été validé en 2017, il a été complété en 2019. Voilà, moi je parle du complément, effectivement. Oui, mais moi je vous parle de l'atlas dans son ensemble. Tout à fait. Donc le complément de 2019, il a ceci d'intéressant qu'il intervenait après la décision du Conseil d'État de 2017 ou 2018. Oui. Voilà. Donc on était avec des données à ce moment-là pour lesquelles il n'y avait jamais eu la moindre attention d'un juge. Et avec l'autorisation de Titano Belge. Oui, c'est-à-dire du propriétaire des lieux. Oui, tout à fait, mais ça c'est annexe. Oui, oui, mais, donc ils ne peuvent pas nous opposer qu'on est allé d'essayer... D'ailleurs, ils ne le font pas. Non, ils ne le font pas, mais ils auraient pu essayer de faire comme ils font sur nos camarades du CCA, du CACF ou du CID. Moi, Juste, c'est une petite précision. Non, merci pour tout le boulot que vous faites. Comment se fait parallèlement le combat sur des critères de biodiversité et sur l'eau, parce que quand je ne suis pas au courant de beaucoup de choses, mais quand même cette stratégie, ces réservoirs stratégiques d'eau avec tout ce qui se passe autour et l'impact de l'activité de la carrière, évidemment, ça va remettre en question tout ce délicat équilibre. Donc, et je me dis, mais qui ne peut pas le comprendre, le voir et le prendre en compte? Les inspecteurs de l'OFP qui viennent de 2h à 4h sur le terrain. Alors, comment on articule les deux? Tout simplement, aujourd'hui, l'eau, le Conseil d'État s'est prononcé dessus. Donc aujourd'hui, c'est que, entre guillemets, au bon vouloir du préfet, de se rendre compte de la situation maintenant en 2024, on n'est plus en 2017, j'allais dire de l'eau à couler sous les ponts, mais justement, plus beaucoup d'eau à couler sous les ponts, et on ne va pas vers les beaux jours. Et ça sera à la responsabilité du préfet d'assumer la décision qu'il prendra sur l'ouverture ou non de cette carrière, avec tous les risques dont parlait tout à l'heure Yves, qu'elle fait porter à la nappe d'eau souterraine stratégique. Oui, on a un problème sur ce sujet lié à ce que la Cour d'appel de Marseille et par suite le Conseil d'État qui n'a pas voulu examiner en fait la décision de la Cour d'appel est basé sur ils ont repris strictement les dires du Carrier. Or le Carrier a menti sur la hauteur d'eau et c'est tout simplement prouvé par les dernières données qu'il a sorties lors du CSE qui confirment nos données et pas les siennes. Bon, ça, le problème, c'est que ça reste pendant, c'est-à-dire que, sauf à... C'est coincé par la décision de la Cour d'appel qui dit il y a 40 mètres d'eau, ça empêche toute pollution. C'est totalement faux, parce que 40 mètres d'un milieu karstique n'empêche rien du tout, et en plus, c'est pas 40, c'est 0. Et ça, on le voit très très bien sur les courbes que le Carrier a sorties en mettant des piézomètres. Nous, on le savait, parce qu'on était tout simplement allé dans la mine, on avait vu où était le niveau d'eau. Pas plus compliqué que ça. Voilà, petit commentaire. Donc, si le bon sens triomphe, il n'y aura jamais d'autorisation quelconque pour cette carrière. Et elle n'ouvrira pas. Voilà. Côté préfet. Si la justice triomphe, à ce moment-là, il y aura pas. Il faudra qu'il dépose une demande de dérogation. Et il ne l'aura pas. C'est bon si vous... Excusez-moi, qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Vous l'entendez tous là, c'est bon? Oui, c'est pas la peine du micro. Que va-t-il se passer maintenant? On attend quoi? Voilà, parce que moi j'ai pas très bien suivi quoi. Merci. Alors,
Qu'est-ce qu'on attend? La première question, c'est qu'est-ce qu'attend le carrier pour reprendre les travaux? Parce que depuis la décision de la Cour de cassation, il a le droit de, entre guillemets, il a le droit, il pourrait les reprendre, sauf que en étant en infraction, mais pour l'instant l'administration ne lui dit pas qu'il est en infraction, donc administrativement rien. Comment pour il ferait comme en 2021, dans le même cadre légal. Ouais, dans le même cadre à moitié légal, en tout cas, voilà. Mais malgré tout, il se lance pas, donc c'est la première question qui nous interroge, parce que malgré notre procédure, comme on disait tout à l'heure, contre le permis de construire, et qui est toujours en cours, puisqu'on peut faire appel, et malgré le recours contre le refus du préfet qu'on a lancé, ça ne le bloque pas. Il pourrait très bien, malgré tout, faire ses travaux, mais il ne le fait pas. Nous, notre espoir, en tout cas, c'est que soit le permis de construire, soit le refus contre le recours contre le refus du préfet nous permettent d'enfin imposer à Provence Granula de réaliser des demandes de dérogation. Et comme l'a dit Pierrot tout à l'heure, il ne les obtiendra pas, normalement. Pour répondre à la problématique d'eau, il faudrait déjà que certains élus avancent beaucoup plus rapidement, et ça c'est pas de leur faute, c'est le bureau d'études du Conseil général qui devrait finir les périmètres de protection de la source d'Élec. La source d'Élec, elle est alimentée par là où on est actuellement. Nous l'avons prouvé en tant que spéléo et de recherche scientifique par nos colorations. Ça a été prouvé aussi par des colorations du BRGM, du BCOM et d'Hydrofis. Donc il est important que le Conseil général maintenant acte cette procédure. D'autre part, cette réserve en eau fait 7 millions de mètres cubes, avec la problématique du manque d'eau que nous avons eu depuis des années, et notamment sur le littoral. Certaines activités ont été arrêtées, certains permis de construire ont été arrêtés. Il faudrait aussi qu'on arrête d'aller chercher l'eau où il n'y en a pas. Parce qu'il faut savoir que le contribuable a payé plus de 5 millions d'euros pour Toulon, aller chercher de l'eau au plateau du Camp. Or, il y avait à 600 mètres, il n'y a pas d'eau. On l'a dit, redit. Par quel miracle on est allé faire des forages sous prétexte universitaire pour trouver de l'eau pour la faculté de Marseille avec des élus? Ça a coûté 5 millions d'euros. Là, nous avons une réserve de 7 millions de mètres cubes. Le pompage revient à quelques centimes. Donc il faut savoir ce que le contribuable veut. Et surtout, qu'il y ait une gestion des fonds publics. Il y a encore des questions. Oui, bonjour. En vous écoutant, j'ai l'impression, en étant complètement extérieur, que vous avez besoin de sous pour pouvoir payer des avocats. Et que j'aimerais bien peut-être que vous nous rappeliez quel est votre événement et où ça va se passer, de manière à ce qu'on puisse en faire la publicité sur nos réseaux sociaux, pour que y ait plein de gens qui vous apportent des sous et que vous puissiez continuer cette fabuleuse lutte. C'est donc un événement qui aura lieu le 18 mai à Tours, à l'espace culturel de Tours. Ce sera le soir, on n'a pas encore les horaires exacts. On tiendra au courant par un envoi de mail et avec les réseaux sociaux. Et donc il y aura un spectacle de la compagnie, un spectacle de danse contemporaine de la compagnie du Bruit sur le tapis. Qui propose un spectacle autour de l'environnement, de la défense de l'environnement, sur cette thématique en tout cas, de notre impact sur l'environnement. Et une partie de ce spectacle consiste à une projection vidéo d'une danse. Et ça a été filmé dans le Carami.
à Tourves. Et d'où l'intérêt aussi de présenter ce spectacle, puisque l'eau de Tourves serait impactée par cette carrière si elle est en place. J'avais juste une question, non, mais sur les deux personnes qui avaient été, qui venaient faire une expertise sur les chauves-souris et qui avaient été inquiétées, soi-disant parce qu'elles étaient rentrées dans une infraction, je sais pas quoi. C'est ça? Où est-ce que elles sont en prison maintenant? Hein? On était dégoûtés. Quelle est la question, madame? Vous n'êtes pas encore en prison? Est-ce qu'elles sont sur l'objet de procédure? Ah ben là, c'est justement l'objet de cette conférence de presse aujourd'hui, c'est parce qu'on a obtenu le jugement du tribunal de Draguignan qui dit que il n'y a absolument aucune infraction qui a été commise et que aussi bien le directeur du bureau d'études que moi, le président qui a commandé l'étude, nous sommes complètement blanchis, il n'y a absolument rien à reprocher, nous sommes même victimes donc de ce que Provence Granula a pu dire. C'est une procédure abusive, elle a été reconnue, donc il n'y a pas de preuve. Provence Granula, dans tout son dossier, n'a absolument amené aucune preuve de ce qu'il a avancé. Donc les juges ont bien considéré que c'était du vent, quoi, hein, puisqu'il y en a un peu là aujourd'hui, c'était complètement du vent. Maintenant, leur tactique, c'est toujours de faire appel, c'est toujours évidemment d'essayer de vider les caisses du collectif qui ne serait pas en face de vous s'il n'y avait pas comme je l'ai dit tout à l'heure, des citoyens non seulement solidaires mais aussi généreux et qui alimentent régulièrement les cagnottes qu'on met en ligne pour pouvoir nous défendre, ni plus ni moins, quoi. Mais le permis de construire qui a été accordé, ou il y a eu une demande de permis de construire? C'est qui? C'est la mairie? C'est la commune? Oui, c'est la mairie. Ah ben, c'est quand même important de savoir. Le permis de construire a été signé par l'actuelle municipalité, par le maire de Mazogue. Voilà, c'est simplement une question. Il faut les réponses. Jonathan, il fait du teasing. Mais, le collectif anticarrière de Mazogue va participer avec le collectif Au Secours à l'organisation d'une étape du Alternative à Tours le 2 octobre prochain à l'Orgue et qui sera axée sur les luttes de protection de l'eau. Voilà, 2 octobre, mais on en reparlera, on communiquera.